les plus grandes forces sont immatérielles. Dans le passé, nous avons trop dépendu de nos sens, nous avons trop dépendu de nos sens physiques et limité nos connaissances aux objets que nous pouvions voir, toucher, peser et mesurer. Je crois que nous sommes entrés dans la plus merveilleuse de toutes les époques, une époque qui nous en apprendra davantage sur les forces intangibles du monde qui nous entoure. Nous apprendrons peut-être qu'il existe un autre moi, plus puissant que le moi physique que nous voyons dans un miroir. Tellement de gens ne prennent pas au sérieux ces éléments intangibles, ces actifs incorporels qu'ils ne peuvent percevoir par aucun de leurs sens. Cependant, minimiser l'idée de force intangible ou inexplicable revient à ignorer que chacun d'entre nous, chaque jour, est contrôlé par des forces invisibles et immatérielles. L'ensemble de l'humanité n'a pas le pouvoir de faire face à la force intangible enveloppée dans les vagues roulantes des océans, ni de la contrôler. Nous ne comprendrons toujours pas pleinement la force de la gravité qui maintient cette petite planète suspendue dans l'espace et nous empêche d'en tomber. Et nous avons encore moins le pouvoir de la contrôler. Nous sommes entièrement soumis à la force intangible qui accompagne un orage et nous sommes tout aussi impuissants en présence de la force de l'électricité. Nous ne comprenons pas la force intangible et l'intelligence enveloppée dans le sol de la terre, celle qui nous fournit chaque portion de nourriture que nous mangeons, chaque vêtement que nous portons et chaque dollar que nous approchons. Enfin, malgré toute notre culture et notre éducation, nous ne comprenons toujours rien ou presque de la pensée, le plus grand de tous les éléments incorporels. Cependant, nous avons commencé à en apprendre beaucoup sur le fonctionnement complexe du cerveau physique et les résultats sont stupéfiants. Nous savons que le tableau central du cerveau humain, le nombre de lignes qui relient les cellules du cerveau les unes aux autres, s'écrit sous la forme d'un chiffre suivi de 15 millions de zéros. Le neurobiologiste Charles Judson Eric de l'Université de Chicago déclare: le chiffre est si stupéfiant que les chiffres astronomiques qui portent sur des centaines de millions d'années-lumière deviennent insignifiants en comparaison. Il a été établi que le cortex cérébral de l'homme compte entre 10 et 15 et 14 milliards de cellules nerveuses et nous savons qu'elles sont disposées selon des schémas précis. Ces dispositions ne sont pas aléatoires, elles sont ordonnées. Il me paraît inconcevable qu'un tel réseau de machines complexes existe dans le seul but d'assurer les fonctions physiques liées à la croissance et à l'entretien du corps physique. N'est-il pas probable que le même système qui donne à des milliards de cellules cérébrales les moyens de communiquer les unes avec les autres fournisse également des moyens de communiquer avec d'autres forces immatérielles? Depuis que Napoléon Hill a écrit les commentaires ci-dessus, nous avons beaucoup appris sur le cerveau physique et son fonctionnement. Nous comprenons mieux la chimie du cerveau, nous pouvons mesurer les énergies qu'il libère, nous savons quelles zones contrôlent les différentes fonctions du corps et quelles zones affectent la mémoire, les émotions, le raisonnement et bien d'autres subtilités liées au processus de la pensée. Grâce aux technologies de balayage, nous pouvons même observer les changements qui se produisent dans le cerveau pendant qu'il travaille. Grâce à la chirurgie, aux médicaments et à d'autres techniques, nous savons comment empêcher le cerveau d'atteindre certains types de pensées et comment l'encourager à produire certaines zones lorsque nous le souhaitons. Par exemple, une zone précise peut être stimulée et vous aurez des pensées agréables,
mais nous ne pouvons pas encore contrôler la nature de ces pensées agréables. Et nous n'avons aucune idée des éléments d'information qui entrent dans la composition de ces pensées agréables. Malgré toutes nos connaissances avancées sur le cerveau physique, nous ne savons toujours pas comment faire en sorte qu'il ait une pensée et ou une idée bien précise. Surtout pas une pensée originale ou une idée créatrice. La science médicale n'offre pas de meilleure théorie que celle de Hill pour expliquer comment nous pourrons avoir une intuition ou un pressentiment à partir d'informations que nous ne possédons pas et auxquelles nous n'avons jamais été exposés. En bref, les propriétés physiques du cerveau confirment que c'est là que se déroule le processus de pensée, mais elles n'apportent pas de précision sur son mode de production ou comment les pensées d'un cerveau peuvent se déplacer vers un autre. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une leçon de science, vous serez peut-être rassuré de savoir que les travaux scientifiques renommés appuient cette idée. La théorie quantique traite de particules subatomiques si minuscules qu'elles sont presque au niveau de la matière de base dont tout est fait. Albert Einstein a mis au point l'effet EPR, Einstein, Podolsky, Rosen, et le physicien irlandais John Stuart Bell a proposé le théorème de Bell. Ces deux théories se rapportent au concept relatif à la séparation de deux particules subatomiques. Il y est selon lequel une modification apportée à la particule A entraîne instantanément la même modification de la particule B malgré leur éloignement l'une de l'autre. Un concept apparenté, appelé théorie du cerveau holographique ou principe holographique, doit son nom à une qualité inhabituelle des hologrammes. En effet, si vous coupez un hologramme en deux, vous n'obtenez pas deux moitiés d'image, mais deux images distinctes et complètes. Coupez l'une de ces images en deux et vous obtiendrez deux autres images complètes. Coupez d'autres morceaux et vous obtiendrez à nouveau des images complètes. Chaque partie de l'hologramme renferme la totalité de l'information contenue dans l'original. Dans les années 1970, Carl Pribram, neurophysiologiste à l'université Stanford, a annoncé les résultats de ses études qui suggèrent que la mémoire ne se trouve pas dans une partie précise du cerveau, mais est répartie dans tout le cerveau comme image sur une plaque holographique. Presque en même temps, le célèbre physicien David Bohm a proposé que le fonctionnement de l'univers soit semblable à une image holographique, qu'il existe une interconnexion totale entre toutes les choses et que toutes les choses influencent toutes les autres. En effet, chaque partie de l'univers contient l'ensemble de l'univers. C'est déjà probablement trop de science. Le fait est que Napoléon Hill n'était pas le seul à conclure que, par le biais d'une force intangible, votre subconscient partage une interconnectivité avec tout le reste de l'univers. Souvenez-vous de l'exemple des plis et des bosses d'une nappe qui sont tous différents, mais qui restent tout de même une nappe. Voici une autre façon d'envisager l'interconnectivité intangible de toute chose. Supposons que l'on perce 5 trous dans un mur et que l'on demande à une personne hors de la pièce de passer ses doigts et son pouce dans les trous et de les agiter. Si vous faites ensuite entrer dans la pièce une personne qui ne croit qu'aux choses concrètes et qu'elle peut voir, cette personne verra 5 objets distincts qui peuvent se déplacer indépendamment les uns des autres. Vous pouvez dire à cette personne que derrière le mur, les objets sont reliés et font tous partie de la même main, mais comme elle ne peut pas voir le lien et qu'elle ne croit pas à ce qu'elle ne comprend pas, elle ne sera pas convaincue. Ni la médecine moderne, ni la psychiatrie, ni la technologie ne peuvent encore, de manière concluante, nous
montrer ce qui se trouve derrière le mur. Il n'en reste pas moins que nous avons tous eu un pressentiment à propos de quelqu'un qui s'est avéré juste, une prémonition sur que quelque chose allait se produire qui se révéla exact, ou un sentiment que quelque chose n'allait pas avec quelqu'un qui n'était pas avec nous et qui s'est avéré exact. Comment ces informations nous parviennent-elles? Le psychologue Carl Jung a appelé cette connexion immatérielle l'inconscient collectif, également nommé subconscient universel. D'autres l'appellent la théorie totalement unifiée, la grande cause première, l'esprit universel ou l'esprit. Et certains y voient une autre façon de décrire Dieu. Napoléon Hill l'appelle l'intelligence infinie. Il propose une explication de bon sens qui permet de travailler avec le phénomène même s'il n'est pas complètement compris. Et après tout, c'est ce que Hill voulait, vous donner un moyen d'accéder à des forces intangibles qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité.